Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 159, et aujourd'hui, on a un sujet assez chaud. On va parler de coaching, d'entrepreneuriat, de gourou et de sectes déguisées. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va quand même bien, même si je me sens un peu débordée. Je pars en vacances ce samedi et c'est des vacances familiales dans lesquelles je promets toujours de ne pas travailler. Donc, j'ai enlevé mes appels de mon calendrier, mais ça reste que j'essaye de m'assurer qu'il n'y aura pas une énorme charge de travail à mon retour. Et comme vous le savez probablement, ça active beaucoup de syndrome de bon élève, de culpabilité, etc., etc. Donc, je me gère, mais je suis aussi en préparation. Et avant de quitter en vacances, j'avais envie de vous enregistrer cet épisode de podcast parce que c'est encore frais dans ma tête. On a eu une conversation dans le mastermind que j'organise, le Money Mind Mastery, et qui est un mastermind de 9 mois en petits groupes. Là, on est 5. Et à la fin de notre appel de cette semaine, il y a une des membres qui a offert une réflexion que j'ai trouvée particulièrement intéressante parce qu'elle était justement en contact avec certaines de ses amies entrepreneurs qui sont dans d'autres groupes d'entrepreneuriat, et l'une d'elles disait avoir été exclue d'un groupe populaire d'entrepreneuriat ici au Québec, et à force de discuter, elles échangeaient sur le caractère potentiellement dangereux de ces groupes où il y a certains comportements qui se rapportent à des comportements sectaires. Puis là, je sais que c'est un gros mot et c'est des grosses accusations de dire des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. En France, en ce moment, il y a des groupes qui sont en train de militer contre les dérives sectaires. Puis, je pense que ce qui est important à savoir, c'est que dans ces motions-là, dans ces mouvements-là, on ne s'attaque pas simplement à tout ce qui est secte religieuse, mais il y a plusieurs personnes de l'industrie du développement personnel et du coaching qui sont visées aussi ou qui sont observées par rapport à ça. Puis ça tombe bien parce qu'en même temps de vous enregistrer cette vidéo, je viens de commencer le documentaire sur les Raéliens, sur Raël, qui était un mouvement sectaire dans les années 70, 80, 90, et qui a pris quand même beaucoup de pouvoir, beaucoup de place dans la psyché collective. Et parallèlement aussi, j'écoute les Real Housewives de Salt Lake City, et que je trouve ça quand même fascinant d'écouter tout ça en parallèle, en même temps de travailler dans le milieu du coaching, parce que elles font partie d'une communauté mormone, ou mormon, je sais pas si on dit ça, mormone, et il y a beaucoup de conversations au niveau de certaines personnes qui ont quitté cette communauté-là, et qu'est-ce qui s'est passé quand elles ont quitté cette communauté-là, qu'elles ont été rayées des livres, qu'elles ont été exclues de leur famille, et puis qu'il y a vraiment une aura de honte et de damnation autour de les personnes qui prennent cette décision-là. Et donc, c'est intéressant, d'en revenir à cette conversation qu'on avait dans le mastermind où on parlait de certains groupes, justement, entrepreneuriaux qui montent beaucoup en popularité et qui peuvent
avoir à l'intérieur d'elle des comportements de la sorte, des comportements vraiment très exclusoires, des comportements qui pourraient être même dangereux pour certaines personnes. Puis j'avais envie qu'on ouvre la conversation sans que ce soit une accusation ou sans que ce soit nécessairement une grosse... pointer du doigt qui que ce soit, mais vraiment de conscientiser à qu'est-ce qui pourrait se passer et comment est-ce qu'on veut aussi se protéger, mais aussi pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier, pas mettre tout le coaching dans le même panier et surtout pas tout le type d'aide qu'on pourrait vouloir aller chercher au niveau de d'autres personnes dans une industrie qui, on le sait, n'est pas régularisée. Si vous êtes intéressé aussi à cette conversation, je vais juste vous le mentionner tout de suite. Il y a 3 épisodes que j'avais enregistrés il y a quelques mois, je crois, sur le problème du coaching business aujourd'hui et comment choisir un coach, genre, tu sais, les aptitudes à développer en coaching par soi-même ou avec son coach. Fait que je vais vous mettre les liens vers ces épisodes aussi dans les liens de la description pour que vous puissiez continuer justement à réfléchir à cette posture-là, parce que ça va être important, si vous êtes entrepreneur, de savoir de qui vous vous entourez, puis dans quels espaces vous entrez, puis aussi de faire confiance à vos ressentis et à comment vous voulez vivre, dans le fond, ces accompagnements-là. Donc, la première chose que je voulais aborder, c'est que il y a des conversations, naturellement, et il y a de plus en plus de groupes qui se créent pour critiquer le coaching, les approches de coaching, y compris l'approche de coaching business. Et là où je les rejoins, c'est que ce que moi j'ai remarqué, puis c'est pas un hasard pourquoi on parle souvent des gourous, entre guillemets, du web. Puis si vous avez déjà visité ma map interactive sur le milieu entrepreneurial, vous allez voir qu'il y a un territoire qui est dédié aux gourous du web. Les gourous du web sont souvent de ces entrepreneurs qui ont réussi à atteindre un certain degré de succès financier et qui amènent avec eux des communautés parce qu'ils leur promettent de leur dire comment accéder à ce succès aussi. Et parfois, ça va être sous la forme de modèles. Suis ce modèle d'affaires et c'est sûr que tu vas faire 100 000 d'ici la fin de l'année. Parfois, ça va être sous la forme de savoir-être, fais cette manifestation ou connecte à l'énergie du quantum ou whatever, et tu vas avoir ces résultats que moi aussi j'ai. Fait que tout est englobé par cette espèce d'idée du culte de la réussite, où la réussite financière, la réussite entrepreneuriale devient cet Éden, cet Eldorado qu'on veut atteindre et que cette personne, ce gourou, a une clé qui va nous permettre d'y accéder. Ce que ça va créer, c'est des communautés qui vont se regrouper autour de cette personne-là ou de cette pratique-là. Et ce qui va les rejoindre, c'est cette identité aspirationnelle. Puis encore une fois, je ne suis pas une spécialiste des cultes et des sectes, mais il y a quelque chose de très fort dans les regroupements qui sont basés autour d'une identité. Puis là, vous pouvez penser à n'importe quel mouvement, les mouvements qui vont... autant des mouvements nazis que des mouvements religieux ou des mouvements activistes ou peu importe. Le véganisme, puis je dis pas que c'est une secte, je fais juste donner un exemple ici. C'est des communautés ancrées dans des identités aspirationnelles. On aspire à ceci parce que on veut atteindre ce type de valeur, on veut avoir notre place dans le paradis, on veut avoir notre part du gâteau de la richesse de ce monde, etc. L'autre chose qui semble aussi être vraiment caractéristique de ces groupes-là, c'est qu'il y a quand même un souci d'homogénéité. On va croire dans certains préceptes, que ce soit un modèle d'affaires
ou des croyances énergétiques ou peu importe, hein, ça reste des croyances, on va croire que certains modèles ou que certaines dictats vont mener à cette réussite, à cet Eldorado. Ce qui fait que dans cette homogénéité de croyances, c'est sûr que toutes celles qui vont sortir de la norme ou qui vont questionner l'homogénéité vont être mises de côté et c'est là genre que souvent on va voir se créer des mécanismes de honte. Des mécanismes de honte qui vont être mis sur les personnes qui vont sortir du discours. Puis ces mécanismes de honte peuvent aller comme l'exemple que cette personne dans mon mastermind m'a donné, l'excommunication, dire « ta place n'est pas parmi nous, tu es rejeté du groupe ». Ou dans le cas des Mormons, c'est la même chose. Tu décides de ne plus faire partie du mormonisme, donc on va tous couper le lien avec toi. C'est comme si tu étais mort pour nous. Il y a une genre d'excommunication, il y a un retrait forcé et violent d'une communauté. Le blaming des victimes, le victim blaming, donc de s'en prendre aux victimes comme en disant si tu manifestais mieux ou si tu suivais mon modèle à la lettre, tu serais pas dans ta situation actuelle. Ou la raison pour laquelle tu échoues en ce moment, c'est parce que tu ne fais pas assez de ci, tu ne fais pas assez de ça, tu n'as pas encore maîtrisé telle chose. Fait que ici, il y a encore un mécanisme de honte qui est posé sur la personne qui ne fait probablement pas ce que son gourou lui dit comme il faut. Et troisième chose aussi qui arrive dans ces communautés-là, souvent, c'est la pathologisation. Donc, d'aller trouver des choses à l'intérieur des individus ou de nous-mêmes qui fait que voici pourquoi on est malade. Comme par exemple, c'est ma peur du manque ou c'est ma basse énergie, ma basse fréquence ou... bref, peu importe, qu'est-ce que ça peut être, ces espèces de pathologisation, c'est mon money mindset, c'est ma façon que j'ai appris telle autre affaire chez telle autre personne, bref. Fait que, tu sais, victim blaming, pathologisation, excommunication ou rejet, tout ça, c'est des mécanismes de honte qui sont utilisés dans le groupe, dans les groupes sectaires, pour maintenir cette homogénéité du discours et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dérive à l'intérieur même du groupe. Et donc, que ça va rester quand même assez solide, où le gourou ou la personne qui est mise en pouvoir, entre guillemets, en pouvoir psychologique, elle va maintenir son état de domination sur les autres. Puis là, tu sais, on s'entend, je parle de domination, mais c'est sûr que les personnes qui sont dans ces groupes-là vont pas le ressentir comme ça. Elles vont sentir « Hey, j'ai rencontré une communauté qui ont les mêmes aspirations que moi, qui ont les mêmes visions que moi, et on veut tous travailler dans le même objectif, et c'est pour ça qu'on se regroupe ensemble. » Sauf que là, c'est intéressant justement d'ajouter où sont les mécanismes de la honte pour pouvoir identifier un groupe ou une communauté qui se rejoint de façon organique et non hiérarchique d'un groupe qui est dans un modèle un peu plus culte / sectaire / gourou. Puis naturellement, je vais pas non plus oublier le fait que bien souvent, ce qui va représenter une secte, c'est l'emprise financière que les gourous vont avoir sur leur communauté. Et cette emprise financière, on peut l'avoir aussi au niveau du coaching ou du coaching business ou peu importe, avec des personnes qui vont investir énormément, s'endetter énormément pour rentrer dans ces communautés, pour continuer à aspirer à cette idée de la réussite, pour continuer à régler leurs maladies, leurs pathologies qui vont leur permettre de débloquer la clé vers le quantum ou peu importe, et ainsi, accéder à cet Éden, cet Eldorado. Fait que là, ça, c'est
tu sais, puis c'était intéressant parce que la conversation qu'on avait, tu sais, elle tournait beaucoup autour de d'autres expériences, de d'autres personnes aussi qui sont quand même assez familières avec les milieux de la secte. Et puis, l'excommunication, justement, le rejet des communautés, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Une personne a même utilisé le terme « mort sociale ». Et vous pouvez imaginer que si vous faites partie d'une très grosse communauté, d'une communauté d'un entrepreneur qui aurait beaucoup de pouvoir au niveau de son réseau ou de sa visibilité, de tomber dans ces mauvaises grâces, entre guillemets, ça peut équivaloir dans votre esprit à une genre de mort professionnelle. Surtout si vous avez beaucoup investi avec ce groupe-là et puis que vous avez déjà engagé beaucoup d'étapes pour, justement, accéder à certains des paliers qui avaient été promis. Bon, moi, personnellement, parce que je suis une personne très solitaire et indépendante, j'ai jamais adhéré à ces communautés-là, mais c'est pas pour rien, encore une fois, qu'on les appelle les gourous du web. Et ce qui est... Puis moi, j'en parle souvent dans mes contenus, de faire attention à ces gourous-là, parce que souvent aussi, ce qui arrive, c'est que les gourous vont s'adresser à des individus en détresse ou des individus en besoin ou en manque de quelque chose et qui ont envie de tout faire pour se sortir de là. Elles sont rendues à leur dernier recours. Et ça, j'ai toujours trouvé ça, personnellement, un peu tricky au niveau du coaching entrepreneurial, parce que c'est sûr que dans mon quotidien d'entrepreneur, je reçois beaucoup de demandes où je vois beaucoup de personnes qui sont à ce niveau de détresse-là, qui sont genre... c'est ma dernière chance de réussir, j'ai déjà investi des milliers et des milliers de dollars puis ça marche toujours pas. Je veux dire, il faut que ça marche, puis il y a cette énorme pression qui est mise sur la personne pour faire débloquer quelque chose dans son entreprise. Et les gourous, ben, ils vont souvent parler de cette fameuse clé, de cette fameuse transformation. Et les personnes qui sont en situation de détresse vont être appelées, excusez-moi, par ce genre de promesses. Je vais prendre un petit peu d'eau. Puis le problème, quand on travaille avec des individus en détresse ou proches de la détresse, c'est que là, on rentre dans un espace très près du trauma. Hein? Et qui dit trauma dit réalité psychologique. Qui dit réalité psychologique dit qu'on n'est pas très loin du domaine du soin. Hein? Puis même si on est un coach business puis on a l'impression de juste travailler au niveau des modèles d'affaires puis des stratégies de marketing puis whatever, quand on est confronté à une population qui peut ressentir de la détresse, il faut être très au courant pour savoir comment, premièrement, pouvoir gérer cette relation-là, mais aussi pas créer plus de mal que ce qui est probablement à l'orée de la conscience. Okay? Mais c'est sûr que la problématique, c'est comment on fait pour respecter l'agentivité d'une personne tout en se responsabilisant face à nos dérives potentielles qui pourraient mener à un abus de pouvoir, qui pourraient mener à faire du mal sans nécessairement le savoir. Et naturellement, il n'y a pas de réponse parfaite, mais c'est vraiment ça la question qui émerge quand on commence à réfléchir aux différents espaces de développement personnel et de coaching qui sont des espaces de soins. Hein, pour moi, le coaching, que ce soit du coaching business, du coaching fitness, du coaching de relations amoureuses, on est toujours dans le domaine du soin parce qu'on est dans la relation avec nos clients. On n'est pas dans la formation pure et dure. On est dans une interaction où on est souvent confronté à des histoires personnelles. On est souvent confronté à, justement, genre des traumas ou à des modèles de voir le monde ou des façons de voir le monde, des perspectives qui ne sont pas homogènes.
Fait que là, la majorité des gens, ils vont dire, OK, mais la solution d'abord, c'est de régulariser le coaching et donc d'avoir un corps comme le International Coaching Federation pour certifier les coachs, s'assurer qu'ils travaillent dans de telle façon et d'agir de telle façon et que nous, on prend en charge, hein, nous, l'organisme, la fédération, on prend en charge toute l'éthique de travail et c'est nous qui formons les coachs. Puis on avait cette conversation dans le mastermind parce que selon moi, hein, puis selon beaucoup de personnes avec qui je parle dans ces domaines-là, la régulation ou la régularisation, je sais pas comment on appellerait ça, hein, c'est la régulation, c'est pas nécessairement la solution. Puis on l'a vu avec les ordres professionnels, on l'a vu dans beaucoup de domaines, y compris les certifications qui sont données par des universités et tout ça. Hein, la première chose, puis ça, je vais juste le nommer, mais c'est que ces certifications, bien souvent, ben, c'est aussi des produits. Hein, c'est des modèles d'affaires, c'est des façons de faire de l'argent, puis ça fonctionne selon l'offre et la demande, puis il y a des gens qui font du profit de l'autre côté. Hein, ils font pas nécessairement juste ça parce qu'ils sont gentils puis qu'ils veulent le bien-être de tout le monde. Il y a aussi genre un côté pécunier qu'il faut pas éliminer. OK? Mais la chose qui est plus problématique pour moi autour de la régulation du coaching, c'est que ça nous mène à un contrôle qui nous infantilise. Un contrôle qui va être établi bien souvent dans un système patriarcal parce que si vous regardez la majorité genre, des corps certifiants, vous allez voir qu'ils sont bâtis sur un modèle patriarcal et hiérarchique, hein, dans lequel il y a beaucoup de blancs et de noirs et de sanctions et de choses comme ça. Mais le plus important pour moi, c'est que ça mène à un contrôle infantilisant. Puis quand je dis patriarcal, c'est vraiment dans le sens père-enfant. Hein? Patriarche-enfant. Le patriarche me dit quoi faire et moi, je suis les règles. Et quand on opère dans un contrôle dans un modèle d'infantilisation, en tant que professionnels qui sommes directement en face des clients qu'on aide, on est limité dans non seulement notre apprentissage, mais aussi dans notre flexibilité à apporter de l'aide selon des modalités qui ne seraient pas nécessairement certifié par ce corps-là. Donc là, on accumule des certifications parce qu'éventuellement, on veut pouvoir travailler avec plusieurs modalités. Hein. C'est pas vrai que juste la PNL, ça fonctionne. Il y a l'hypnose qui existe, il y a genre plein d'autres choses. C'est juste que souvent, elles n'ont pas encore eu le temps d'être complètement testées scientifiquement. Hein. Ça prend quand même plusieurs tests et recherches et tout ça qui doivent passer à travers le modèle académique et souvent, ben, ça va peut-être même à l'encontre de la culture, comme par exemple, je pense à l'acupuncture qui n'a jamais été prouvée scientifiquement jusqu'à date, mais en même temps, elle est utilisée dans l'Orient depuis des millénaires, hein, et ben, l'Occident a juste refusé de même mettre suffisamment, genre d'investir suffisamment pour aller prouver ces sciences qui sont dites comme alternatives, mais qui sont pas considérées dans le domaine de la médecine. Hein? Donc, il y a quelque chose ici au niveau de l'infantilisation, puis quand on mène à un contrôle infantilisant, ben ça va mettre un frein à tout ce qui va sortir de la norme, ça va mettre un frein à l'innovation, et cette rigidité qu'on va instaurer, elle va être instaurée bien souvent et elle va être sanctionnée par des fonctionnaires et non pas par des praticiens. Ou si c'est par des praticiens qui ne sont pas nécessairement en face-à-face avec les clients et donc qui peuvent pas non plus voir l'évolution des méthodes à travers les différentes pratiques. Et enfin, ben, je trouve que l'idée de la régulation, même si en soi, c'est bon parce qu'on veut protéger les gens, ben ça déshumanise les agents. Ça déshumanise autant le praticien que ça déshumanise le client parce qu'à quelque part, tu sais, on prend en considération la relation qui est créée dans l'espace de coaching et on le soumet à des règles qui sont strictes et rigides et qui ne s'adaptent pas à une relation fluide et flexible qui est nécessaire en coaching pour réussir. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles je pense pas que la régulation est nécessairement ou la réglementation, c'est peut-être ça le mot que j'aurais dû utiliser, la clé. Mais
Par contre, là où je pense qu'il faut vraiment développer un coaching plus éthique et que ça nous donne l'opportunité de le faire, c'est dans des aptitudes qu'on nous a désinvesties à travers notre éducation et tout ça, à commencer par la pensée critique. Hein? La pensée critique, c'est la clé pour se protéger et se régulariser comme individu dans un groupe et dans une société. Quand on ne développe pas notre propre pensée critique, hein, on n'est pas en mesure de réfléchir au-delà de ce qu'on nous donne en surface. Et j'en ai parlé justement dans cet épisode de podcast que je vous référais, hein, le problème avec le coaching business aujourd'hui, c'est que la majorité des gens viennent en coaching business en espérant qu'on leur dise quoi faire. Et moi, ça m'a toujours, ça a toujours été mon approche et l'enjeu que je voulais régler, c'est que je ne peux pas te dire quoi faire parce que ton contexte est tellement spécifique et tellement différent du mien qu'il faut qu'on analyse qu'est-ce qui est le mieux pour toi à travers différents types d'expérimentation. Mais pour ça, tu dois être en mesure de pouvoir identifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui est du drama que je me fais dans ma tête, qu'est-ce qui est un contexte réel et une limitation réelle. Bref, de faire toutes ces distinctions-là, extrêmement nuancées, mais qui sont uniquement possibles quand on exerce notre pensée critique. Moi, j'appelle ça l'intelligence entrepreneuriale, mais en gros, c'est la pensée critique. Et l'autre chose qui est importante avec la pensée critique pour pouvoir la laisser évoluer dans un groupe, justement, c'est un bris conscient des hiérarchies. Un bris conscient des hiérarchies dans le sens que si on pense au fameux culte, au gourou, à la secte, il y a quelqu'un au top, comme sur une pyramide, et tous les autres, hein, il y a probablement des gens qui sont plus proches de la pyramide, il y en a qui sont un peu plus bas, puis là, il y a la masse. Mais quand on brise cette hiérarchie-là et qu'on focus sur l'autorité individuelle, ben là, on permet à la pensée critique de se développer parce que chaque personne a la responsabilité de réfléchir à ses choix dans le collectif. Hein? Puis ça, ce bris conscient des hiérarchies, c'est une des valeurs fondamentales du coaching féministe et pourquoi j'ai décidé justement de me former à cette approche-là, parce que c'est seulement quand on est capable de redonner l'autorité à l'individu et lui redonner la permission aussi d'être dissident, de dire non, de réexpérimenter, de se permettre de voir une autre perspective, mais pas nécessairement l'intégrer. Hein? C'est quand on permet à notre client dans un espace non hiérarchique de reprendre cette place-là qu'on permet à cette régulation de se créer. Parce qu'à quelque part, ma pensée critique, ta pensée critique, on est capable d'entrer en dialogue de cette façon-là, au lieu de rentrer dans un modèle où, moi, comme coach, je transfère mon information à l'autre personne, je transfère mes croyances, je transfère mes valeurs, je transfère ma vision, et l'autre personne est juste là pour absorber, et ensuite exécuter, comme je lui ai dit. Une autre valeur qui est vraiment importante, c'est de viser l'évolution et non la résolution. Encore une fois, genre, si je prends le modèle de OK, ben la résolution, c'est il faut qu'on fasse 100 000 d'ici la fin de l'année. Hein? Et ça, on s'en fout de ton rythme, on s'en fout de ce qui se passe dans ta vie, on s'en fout de comment tu vas vendre. Nous, notre objectif, c'est cette résolution-là parce que c'est ça ton problème, selon ce que tu m'as dit. Tandis que dans un coaching qui est non hiérarchique et dans lequel, genre, on laisse plus de place à la pensée critique et à l'expérience humaine de chaque personne, on doit apprendre à jouer avec les différents rythmes. Les rythmes de chacun qui vont faire comme, OK, est-ce qu'on est en train d'évoluer? Est-ce qu'on est en train de bouger dans la direction sans nécessairement avoir une résolution? Des fois, on va être plus longtemps dans une phase d'intégration avant, genre, d'avancer vers quelque chose d'autre. Puis ça, c'est tout aussi important que le résultat sur le chiffre d'affaires que les gourous, ils aiment tellement voir parce que eux, ça les confirme dans le modèle publicitaire qu'ils vont vendre. Hein, ils vont dire « Voyez, 10% de nos élèves, genre, arrivent à ça. » Bref. Autre chose pour un coaching plus éthique et essayer, genre, d'éviter la dérive sectaire, c'est
la culture du consentement éclairé, et encore une fois, pour avoir un consentement éclairé, ça nous prend de la pensée critique. Une culture du consentement éclairé, c'est basé dans le dialogue, la négociation. La négociation, c'est pas nécessairement qu'on va négocier sur le prix d'un programme ou des choses comme ça. La négociation, c'est de dire, est-ce que, en ce moment, tu es prête à recevoir telle chose? Qu'est-ce qui te ferait du bien maintenant, genre, pour avancer? De quoi tu as besoin là, maintenant? Ça ouvre le dialogue, ça demande à l'autre de se mettre en position d'autorité, et ça permet à différents échanges d'avoir lieu où on négocie ensemble la direction qu'on va prendre. Parce que c'est à travers cette négociation aussi qu'on va pouvoir régulariser notre industrie, à travers des pushbacks, à travers du feedback, à travers différentes façons de voir les objectifs, de voir là où on s'en va. Donc, cette culture de consentement, elle doit être accompagnée aussi d'une culture anti-honte qui prend en considération tous les types d'intelligence. Et quand je parle de tous les types d'intelligence, on parle ici du soma, donc le corps, les symptômes, de l'inconscient, les différentes intelligences en termes de neurodivergence, comme je l'ai dit tantôt, les différents rythmes, les cycles. C'est pas juste, encore une fois, une intelligence très rationnelle et cognitive, mais vraiment, genre, les différents types d'intelligence, y compris l'intelligence traumatique, parce que le trauma est un type d'inscription qui est une codification de ce qu'on a reçu de notre environnement. Donc, les voies vers un coaching plus éthique, bris du conscient des hiérarchies et focus sur l'autorité individuelle, viser l'évolution et non la résolution, la culture du consentement éclairé, et une culture anti-honte qui prend en compte la considération de tous les types d'intelligence. Puis pour terminer, parce que là, j'ai l'impression que j'ai donné beaucoup de concepts, mais je serais vraiment curieuse de savoir comment vous les recevez, justement. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? On ne vise pas la perfection. Puis je pense que c'est ça aussi que j'aime pas avec l'idée de réguler une industrie, c'est que quand on régule une industrie, on lui met un carcan qu'il est vraiment difficile de faire évoluer, qui va devenir de plus en plus solidifié. Et ensuite, ça va être difficile de corriger quand le carcan est trop étouffant ou quand le carcan fait du mal à nos clients. Parce que ça se peut qu'on se soit trompé aussi au niveau de la régulation. Ça se peut qu'on n'ait pas pris en compte tous les aspects. Puis ça, c'est dangereux quand on crée une régulation qui n'est pas capable d'évoluer de façon agile. Donc, on vise pas la perfection ici, mais on se donne la grâce et l'ouverture pour les espaces de réparation si jamais on voit qu'on a fait du mal ou qu'on a outrepassé nos limites. Puis je pense que c'est important aussi de réaliser que c'est possible dans des relations de soins de mal avoir saisi les signaux, d'avoir réagi de la mauvaise façon, des choses comme ça, sans se victimiser, sans se taper sur la tête, sans se culpabiliser, parce qu'on est dans une culture anti-honte, être prêt à offrir réparation, à ouvrir des dialogues de réparation si jamais il y a quelque chose qui se passe. Pas hésiter non plus à travailler en collégialité avec d'autres expertises. Moi, ça m'arrive souvent de dire, de savoir elle est où ma limite, de genre, ceci est un enjeu à travailler avec thérapeute, ceci est un enjeu qu'on peut amener en coaching, voici comment on va pouvoir l'adresser, mais toujours dans le consentement. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui travaillent en combinaison avec moi et avec des psychothérapeutes ou avec des personnes dans d'autres industries du soin. Et pour moi, ben, c'est parfait, c'est le dream team. C'est comme ça, genre, qu'on devrait travailler. Parce que moi, en tant que coach business, je n'ai pas l'expertise d'une psychothérapeute. Par contre, je suis conscientisée au trauma, je suis conscientisée au travail sur la honte, je suis conscientisée à tout le travail au niveau du soma et de l'inconscient et tout ça, ce qui me permet d'établir les limites saines et sécuritaires de ma pratique. Et ça, c'est vraiment important d'être honnête dans nos expertises et nos limites, parce que quand on invite des clients dans nos espaces, c'est nous qui devons créer cet espace sécuritaire, et donc on doit savoir où sont les limites de la sécurité qu'on peut offrir. Donc, moi, ce que j'encourage les coachs, c'est de ne pas nécessairement avoir peur
heurter ou de se lancer, mais vraiment de prendre au sérieux son rôle relationnel de coach et de travailler sur soi, d'apprendre différentes modalités, de comprendre c'est quoi notre philosophie de coach et d'être vraiment ouvert avec nos clients, d'ouvrir ce dialogue parce que justement, dans un état non hiérarchique, on est en co-création, on est dans quelque chose qui est là pour faire du bien aux autres, idéalement, mais genre au bout du compte. Et en tant que client, ce que je dirais, c'est juste de vraiment comme être de plus en plus conscient à le pouvoir qu'on a de décider de ces espaces, de décider avec qui on veut travailler, de quelle façon on veut travailler, puis de pas compartimentaliser, puis de dire « Ah, ça, c'est juste de la business », puis de pas oublier que notre expérience humaine, elle est multidimensionnelle, elle est holistique. Et que dès qu'on rentre dans une relation avec un coach ou dans un lieu comme un groupe ou des choses comme ça, de savoir où sont mes limites à moi, comment j'établis une pensée critique, avec quoi je suis pas d'accord, est-ce que... Puis de se donner la grâce aussi de se tromper, de dire « J'ai essayé ceci, puis ça ne m'a pas convaincu, puis je vais le quitter librement. » All right. C'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était... J'en ai beaucoup à dire, j'ai l'impression là-dessus, mais c'est sûr que, bon, il faut structurer toute cette pensée-là, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de conversations autour de ça. Il y en a de plus en plus dans tous les cas, et comme d'habitude, je suis toujours ouverte à entendre vos opinions sur le sujet. Alors, merci d'avoir été là, et on se dit à la prochaine! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu, c'est vraiment cool ça! Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.